avec l'état d'urgence sanitaire en 2020, on s'inspire de cette loi de 1955, mais on va créer un régime qui est tout à fait nouveau, avec une loi du 23 mars 2020 qui donne au Premier ministre le pouvoir de prendre toute une série de mesures visant à garantir la santé publique. Et des mesures, bien sûr, qui restreignent les libertés. Et le ministre de la Santé va lui aussi avoir un certain nombre de pouvoirs, de même que les préfets, qui vont être habilités à agir également. Cette décision d'état d'urgence, elle a entraîné des restrictions aux libertés, je crois, qui n'ont aucun précédent dans l'histoire de la République. Par exemple, interdiction de sortir de chez soi, de circuler librement, fermeture d'établissements. On peut aussi imposer un isolement, une quarantaine. On peut aussi réquisitionner des biens, des services, des personnes. Et si on regarde le dernier décret qui est entré en vigueur le 17 octobre dernier, on peut aussi donc interdire les réunions de plus de 6 personnes sur la voie publique. La date de la fin d'état d'urgence, c'est le 16 février prochain, mais le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont pas réussi à s'accorder sur ce texte, puisque le Sénat voulait ramener au 31 janvier la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc ça pose bien sûr la question de la séparation des pouvoirs, également la question de la place du Parlement, qui, comme on voit jusqu'au 16 février prochain, ne va pas pouvoir débattre de la question de la nécessité de maintenir ou non l'état d'urgence. Alors est-ce qu'on peut encore proroger ? Juridiquement, oui. Si on regarde ce qui s'est passé en matière de lutte contre le terrorisme, dans la précédente législature, eh bien, on a vu que l'état d'urgence n'a pas été appliqué pendant près de 2 ans et il a été prorogé pour des durées variables qui sont allées jusqu'à 6 mois avec la loi de juillet 2016 et près de 7 mois avec la loi du 19 décembre de la même année. Nous avons le juge administratif qui contrôle, par exemple, les décrets dont nous avons parlé, le juge constitutionnel qui, depuis qu'il peut opérer un contrôle a posteriori de la conformité de la loi à la Constitution, il le fait en matière d'état d'urgence. On a le juge judiciaire aussi. La Cour de cassation a par exemple freiné la prorogation sans délai de la détention provisoire au printemps. On a des autorités administratives indépendantes. Donc vous parliez de Stop Covid, la CNIL, qui est la Commission nationale qui veille à la garantie de nos données, eh bien, a rendu un certain nombre d'avis, éclaire le gouvernement, prend des sanctions quand il le faut. D'un côté, on a un besoin de liberté très grand, et ça fait plus d'un demi-siècle, heureusement, on ne fait que consacrer des droits nouveaux. Et en même temps, on souhaite dans notre société du risque zéro être protégé de tout, et on veut même que l'État nous protège contre nous-mêmes. Donc, vous voyez, il y a un premier paradoxe. Et puis, il y a aussi des paradoxes de la part de ceux qui revendiquent les libertés et qui crient au vol des libertés. Et parfois, ceux-là sont les mêmes qui, d'un côté, disent « on nous vole nos libertés », qui, en même temps, vont aller être les premiers à brader sur Internet leurs données en les fournissant aux géants du web. On a des menaces qui sont globales. Le terrorisme islamiste, les pandémies, le réchauffement climatique. Donc, comment les traiter, ces périls, en étant respectueux des libertés fondamentales et en même temps efficaces. C'est tout l'enjeu des années à venir.